Colbert disait « Pour le roi souvent, pour la patrie toujours ». C'est grâce à ces quelques mots que Colbert aura prouvé, durant de nombreuses années, son intense dévotion au royaume de France. Il fait naître alors un courant, le colbertisme. Comment se manifeste ce courant dans notre contexte économique actuel? Pour y répondre, nous retracerons sa biographie, en parlant de ses projets ainsi que ses différentes implications. Par la suite, nous nous intéresserons de plus près à sa théorie dans son environnement, pour enfin analyser le colbertisme dans notre société. Né à Reims en 1619, issu d'une famille de grossistes, fils de conseiller d'État. Il fut nommé dans un premier temps lui aussi conseiller d'État comme son père durant la guerre de 1640. Il sera ensuite recommandé à Louis XIV par Mazarin, dont il était l'homme de confiance. Il devint surintendant des bâtiments en 1664, puis contrôleur des finances en 1665. En 1667, il fut élu à l'Académie française, puis secrétaire d'État à la Maison du Roi et à la Marine en 1668. Travailleur infatigable, il exerça peu à peu son activité dans tous les domaines de l'administration publique. Après le roi, il fut le personnage principal du Conseil d'État. À partir de 1661, Colbert remet en ordre le royaume. Il pose les bases de la comptabilité, où il crée une chambre de justice afin de régler les litiges financiers du trésor royal. Il diminue de moitié les charges de l'État et il augmente les recettes grâce à une meilleure gestion des impôts. Il favorisa l'industrie et le commerce, fit venir en France des artisans de l'étranger, multiplia les manufactures d'État et fonda plusieurs compagnies royales de colonisation. Il publia une série d'ordonnances destinées à uniformiser et rationaliser la législation selon les principes de la centralisation monarchique. Grâce à ces multiples mises en place, Colbert assure une économie équilibrée de 1662 à 1671. Mais en 1672 éclata la guerre contre la Hollande. Cela engendra d'énormes dépenses. Cette guerre entraîne le déclin de nombreuses manufactures de commerce. Le roi se voit tellement impuissant face à cette chute que Colbert va intervenir en mettant en place la maxime de l'ordre dans tous les domaines pour une meilleure gestion afin de diminuer les dépenses royales. Il s'oppose au secrétaire à la guerre, M. Louvois, jugé trop dépensier des fonds publics, mais son influence diminua au profit de ce chef de guerre, à tel point que Colbert était sur le point d'être envoyé par Louis XIV. Il meurt le 6 septembre 1683, laissant Claude Lepelletier lui succéder au poste de contrôleur général des finances. C'est un principe selon lequel la puissance d'un pays est proportionnelle à ses réserves en métaux précieux, en or notamment. Ce que Colbert appelait à l'époque métaux précieux et or faisait référence aux matières premières. Pour obtenir une quantité suffisante de ces matières, l'État devait faire entrer un maximum d'argent dans ses caisses. Il y est parvenu en mettant une politique dirigiste et protectionniste afin de contrôler l'ensemble des activités économiques et plus particulièrement contrôler le commerce extérieur. Parmi ses œuvres, on pourrait citer la création de nouvelles formes d'entreprises, des manufactures, les manufactures de tabac, de textiles, qui étaient financées en partie par l'État dans un but d'intéresser les nobles à cette activité. Selon lui, les meilleurs résultats ont été obtenus dans les industries de luxe. Si Colbert a voulu mettre en place de nouvelles mesures concernant les industries, c'est parce qu'elles réduisent les importations et qu'à cette époque, il y avait eu toute une série de tarifs douaniers protecteurs. Colbert s'est aussi engagé pour le progrès de la marine marchande. Face à ces idées, qui à l'époque pouvaient paraître très novatrices, Colbert a été très critiqué. Toutefois, avec quelques siècles de décalage, nous allons pouvoir constater que les idées de Jean-Baptiste Colbert ne sont pas complètement démodées. L'avancée du libéralisme qui entraînait des crises financières et toutes les conséquences que celles-ci peuvent engendrer, les pays reculent en imposant des manières protectionnistes, le mercantilisme étant une forme plus agressive du protectionnisme. Prenons l'exemple concret du colbertisme appliqué à la politique économique de différents pays. L'Allemagne a établi un consensus avec les syndicats pour limiter les hausses de salaire afin d'avoir une main-d'œuvre peu chère et favoriser la compétitivité de l'entreprise, qui leur permet d'exporter plus facilement que les pays industrialisés où la main-d'œuvre est élevée. La Chine cherche à exporter au maximum. L'État chinois donc subventionne les exportations
afin de faire augmenter l'entrée de devises pour acheter des matières premières dont l'État manque, mais aussi d'accroître sa puissance économique. Les États-Unis ont mis en place une politique protectionniste pour ne pas soumettre leurs propres industries à la concurrence mondiale avec des taxes aux importations qui sont élevées. Ils subventionnent l'industrie aéronautique pour les aider à prendre des marchés à travers le monde afin de soutenir leur croissance et augmenter leur puissance. Pour conclure, on peut dire que ce que Colbert a mis en place à son époque fait encore ses preuves dans le contexte d'aujourd'hui. Certaines de ces avancées sont toujours présentes dans le système économique de nombreux pays, tels que la Chine, les États-Unis ou encore l'Allemagne. I'm racing.